Bonjour, dans cette 6e vidéo de résistance des matériaux, je vais vous parler de cisaillement. Alors le cisaillement, on va retrouver ça au niveau de cisailles d'atelier par exemple, pour découper du papier avec de ce système ou avec des ciseaux. Alors pour avoir du cisaillement, il faut avoir deux forces égales et opposées, c'est ce qu'on avait sur les trois exemples précédemment cités. Et il faut que ces efforts-là soient perpendiculaires à la fibre neutre. Rappelez-vous, on parle de poutre. La fibre neutre, c'est grosso modo l'axe de la poutre. On appelle ça aussi ligne moyenne. Cet effort, c'est l'effort noté T. On l'a vu dans la vidéo numéro 3. Ensuite, donc, sur la figure qui est ici, on voit le cas du cisaillement. En réalité, les deux forces ne sont pas directement opposées, parce que pour pouvoir couper quelque chose, il faut qu'elles soient un petit peu éloigné, comme on voit ici. On va retrouver du cisaillement dans le cas d'une cisaille classique. On voit la surface qui est cisaillée, qui est représentée ici en rouge. Si on a un axe qui passe entre deux pièces, ici ce sont des tôles, ça pourrait être des pièces beaucoup plus épaisses, c'est exactement le même principe. Et l'axe bleu va être cisaillé au niveau de la surface rouge qui est montrée ici. Figure en bas à gauche, on a une articulation. Pour décrire tout ça, ça peut ressembler à ça. C'est une articulation qu'on dit en chape avec un axe qui passe à l'intérieur. Cet axe va être cisaillé au niveau de la surface, ici et là. Pourquoi? Parce que l'effort, pour passer de la pièce avec les hachures serrées jusqu'à la pièce avec les hachures un peu plus espacées, va passer par l'intermédiaire de l'axe qui est ici. Et donc, il va être pris sur les deux surfaces qui étaient représentées ici en rouge. On retrouve ça aussi au niveau des clavettes. Je vais pas m'étendre dessus parce que vous connaissez pas précisément ce que c'est. Donc on voit ici en bleu la surface qui est cisaillée avec les deux efforts T. Dans la surface, il transite bien entendu qu'un effort. Alors, on va représenter la surface à l'intérieur de la pièce à laquelle on s'intéresse, la surface S qui s'appelle section droite. Ici, on va avoir une contrainte tangentielle qu'on appelle tangentielle. Tangentielle à quoi? À la surface qui était coloriée en bleu tout à l'heure, elle est dans la surface, elle est tangente à la surface. Regardez la petite force. Pour accommoder la grande force T, on a une petite force ici qui doit être dans la même direction, donc qui est perpendiculaire à la fibre neutre, donc qui est tangente à la surface. C'est pour ça qu'elle s'appelle contrainte tangentielle. Cette contrainte, lorsqu'elle est tangentielle, elle est notée tau. Précédemment, on avait une contrainte qui était dite normale, qu'on notait sigma. On a la formule. C'est la même formule que dans le cas de la traction-compression. La contrainte est égale à la force sur la surface, sauf que les symboles sont différents. Cette fois-ci, on a tau pour contrainte et grand T pour l'effort. Voilà, on a exactement les mêmes unités que précédemment. Donc, au final, si on compare les deux cas du cisaillement et de la traction-compression, dans le cas du cisaillement, on a une contrainte tangentielle qui est notée tau, qui est tangente à la surface. Dans le cas de la traction-compression, on a une contrainte qui est suivant l'axe de la fibre neutre, donc qui est perpendiculaire à la surface, normale à la surface, qui est notée sigma. Dans les deux cas, à l'intérieur de la surface bleue qui est représentée ici, on a une contrainte qui est exactement la même, quel que soit le point étudié. On dit qu'on a une contrainte homogène. Dans les deux cas, on a exactement la même formule, seuls les symboles sont sensiblement différents. Tau, contrainte tangentielle, sigma, contrainte normale, force, notée soit T dans le cas du cisaillement, soit grand N dans le cas de la traction-compression, et la surface, la section est toujours notée S. Une petite remarque, la contrainte existe uniquement dans le cas du cisaillement au niveau de la surface qui est cisaillée. À gauche ou à droite, il n'y a pas de surface. Lorsque vous découpez une feuille de papier, là où il y a des sollicitations, c'est uniquement à l'endroit où les lames des ciseaux passent. Maintenant, je vais m'intéresser à la condition de résistance. C'est exactement le même principe que dans le cas de la traction-compression. La contrainte, tau, doit être inférieure ou égale à une certaine limite. Ce ne sera pas la limite élastique de la pièce. Alors cette fois-ci, elle est notée
la limite que l'on ne veut pas franchir, elle est notée RG pour limite au glissement, parce que les deux surfaces vont glisser l'une par rapport à l'autre. Et de la même manière que dans le cas de la traction-compression, on utilisait un coefficient de sécurité. Donc si on abaisse la limite avec la valeur du coefficient de sécurité, on va appeler ça RPG pour résistance pratique au glissement. Rappel, en traction-compression, on avait RPE pour résistance pratique élastique. RG, typiquement la résistance au glissement, en général, on prend la moitié de la résistance élastique, c'est quelque chose qui marche bien dans ces cas-là. Maintenant, on va appliquer ça à la résolution d'un exercice. On revoit l'articulation en chape comme dans l'exemple précédent. On nous dit que on a 400 décanewtons qui passent ici. En fait, on a un galet qui est ici, donc on va récupérer aussi 400 décanewtons là, et les 400 décanewtons, ils vont passer par les deux surfaces qui sont là. On demande de déterminer le nombre de surfaces cisaillées. Le nombre de surfaces cisaillées, c'est 2. Une ici, 2 là. Ce qui va casser, c'est l'axe. Ensuite, déterminer la contrainte de cisaillement sur l'axe numéro 3. Donc on sait que la contrainte, c'est la force sur la surface, dans le cas de la traction et du cisaillement. Donc là, on est en cisaillement, force sur surface. La force, on la connaît, 400, attention aux unités. La surface, on connaît le diamètre. Donc on est capable de calculer la surface d'un cercle, c'est pi fois rayon au carré. On garde ça en millimètres pour avoir des millimètres carrés. Voilà. Et on a deux surfaces. Donc c'est pi fois rayon au carré, 4,5 mm au carré, multiplié par 2. On obtient donc, ici c'est 4000 en newton, on obtient 31,4 mégapascal. On me dit que c'est un acier E335, ça signifie que j'ai une résistance élastique de 335, donc une résistance au glissement de 335 divisé par 2. Donc là, je connais la limite. Donc 335 divisé par 2, c'est-à-dire fois 0,5. Mais j'ai un coefficient de sécurité de 5, donc je dois diviser ça par 5. Donc ma limite à ne pas dépasser, coûte que coûte, c'est 35,5 mégapascal. Ici, on avait 31 mégapascal, donc c'est inférieur à notre RPG. Donc, on a bien dimensionné notre pièce, ça fonctionne. Merci de votre attention.